en ce qui concerne le système de production. Et nous allons s'intéresser essentiellement au système de production en érigé, c'est-à-dire l'intensification. J'ai essayé dans cette présentation de présenter les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de recherche à l'Institut de l'Olivier, mais aussi j'ai réalisé une sorte de révision en ce qui concerne les essais et les travaux qui ont été réalisés en Espagne, soit à Cordoue, soit dans d'autres sites de l'Espagne. Tout d'abord, je commence ma présentation avec la présentation de la situation actuelle en Tunisie en ce qui concerne la forêt oléicole. Comme vous le savez tous, notre forêt est conduite dans sa majorité en pluviale. Pratiquement 97% de cette forêt est conduite en sec. Ceci affecte la production puisque la production est sujette aux précipitations qui reçoivent ces plantations. De même, une deuxième contrainte qui souffre le secteur oléicole, c'est le vieillissement d'une partie des plantations en pluviale, surtout dans la zone du Sahel et du Sud. 11% de ces plantations souffrent de vieillissement et même d'un état de sénescence, donc ça devient de plus en plus improductif. On a des plantations qui sont conduites sur des terres marginales avec des productions très faibles. Et une troisième contrainte, c'est la dominance de deux variétés en Tunisie, à savoir la variété Chepi au nord et la variété Chemiri au centre et au sud. À part ces contraintes, les agriculteurs ont vu que la marge bénéficiaire est réduite d'une année à une autre, surtout à cause des frais de récolte qui sont d'autant plus élevés chaque année, donc les frais de récolte sont plus élevés. Ceci à cause de la rareté de la main-d'œuvre, surtout au cours de dernières années, l'année dernière, et cette année est un exemple aussi d'un problème de main-d'œuvre. Donc, pour résumer les contraintes, parmi plusieurs contraintes, je veux me concentrer sur deux contraintes principales. Tout d'abord, une production qui est irrégulière d'une année à une autre, qui est dépendante des précipitations, où on passe des productions très élevées à des productions très faibles. Si on ajoute à ceci une production qui est la productivité qui est très faible, qui est aux alentours de 750 kg par hectare, et qui est considérée comme étant la plus faible en comparaison avec les autres pays méditerranéens, à savoir l'Espagne, ou bien la Syrie, ou le Maroc. Donc, à cause de ces deux contraintes, l'intensification devient une nécessité afin d'améliorer la productivité, stabiliser la production. Ceci permettrait à la Tunisie au moins d'honorer ses engagements envers le marché extérieur. Donc, lorsqu'on parle d'intensification, on parle de densité de plantation. Et si j'ai essayé de comparer les densités qui sont employées en pluvial et en irrigué, en pluvial, comme on signalait déjà hier pour le matin, donc les densités en pluvial varient en fonction des précipitations. Ils peuvent atteindre jusqu'à 100 arbres par hectare au nord, avec des précipitations qui varient entre 400 et 600 mm. Dans les centres et les Sahel, les densités sont aux alentours de 50 à 60 pieds par hectare, avec des précipitations de 350 mm. Et au sud, donc, les densités sont entre 17 et 24 pieds par hectare, avec des précipitations qui varient entre des 100 et des 150 mm. Dans les dernières années, l'Institut de l'Olivier, à travers ses diverses études, a recommandé d'augmenter la densité au sud pour atteindre la densité de 34 pieds par hectare au lieu de 24 pieds à l'hectare. En ce qui concerne les systèmes intensifs, c'est-à-dire en irrigué, on a trois densités qui sont les plus employées, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs dans le monde. Tout d'abord, la densité classique, avec des densités moyennes de 200 pieds jusqu'à 300 pieds par hectare, c'est-à-dire des écartements entre 6 par 6 jusqu'à 7 par 7 mètres. C'est une densité qui a été employée en Tunisie depuis les années 70, mais chez l'Olivier à table, et par la suite, pour l'Olivier à oui, ces densités ont été employées depuis les années 80. Donc cette densité, on l'appelle intensif classique. Il y a une densité intermédiaire, ce qu'on appelle la densité dynamique. C'est un système qui a été créé en Italie, qui n'a pas eu beaucoup de réussite, mais au cours des dernières années, il y a eu retour à cette densité dynamique qui est le double de la densité classique, c'est-à-dire des densités qui varient entre 408 et 550 arbres par hectare, c'est-à-dire des densités des écartements entre 3 par 6 mètres et 3,5 par 7 mètres. Et je termine par le système hyper-intensif, ou ENRE, comme il s'appelle en Espagne. C'est un système qui se base sur un nombre très élevé de pieds par hectare, qui varie entre 1000 jusqu'à 2500 pieds. En Tunisie, les densités les plus employées en hyper-intensif, c'est la densité 1250 et la densité 1600 pieds, c'est-à-dire des écartements 2 par 4 mètres et 1,5 par 4 mètres.
En Espagne, ils adoptent le système en ré, c'est-à-dire de densité très élevée, entre 1975 jusqu'à 2500 pieds par hectare. Dans cette diapositive, j'ai essayé de caractériser les différents systèmes de culture en intensif. Tout d'abord, je commence par le système intensif classique avec les densités, donc, comme je disais avant, 200 pieds par 100 pieds à hectare. C'est un système qui se caractérise par un coût d'investissement raisonnable qui ne dépasse pas les 5 000 dinars par hectare. Il peut nous permettre une durabilité très allongée qui arrive jusqu'à plus de 40 ans si on réussit à adopter une conduite optimale. Toutes les variétés peuvent s'adapter avec ce système, donc il n'y a pas une contrainte de faible vigueur ou vigueur moyenne. On peut utiliser des variétés à forte vigueur ou bien à faible vigueur, ça n'a pas d'importance. Donc toutes les variétés peuvent s'adapter avec ce système de culture. L'année rosière est estimée à peu près 10 ans après la plantation. Et ce système, si on arrive à bien conduire les arbres au départ avec une taille de formation correcte, avec un tronc qui est dégagé jusqu'à 70-80 cm, ça nous offre la possibilité de la récolte mécanique à l'aide des vibreurs qui sont tractés. Donc, c'est un système qui nous permet aussi la possibilité de réaliser la récolte mécaniquement. En ce qui concerne la densité dynamique, les systèmes à densité dynamique avec des densités qui sont une double par rapport au système intensif classique, c'est un système qui va nous permettre de profiter de productions importantes pendant les premières années. Il peut y avoir un problème de compétition et d'ombrage à la 10e année ou bien à la 15e année, ça dépend des variétés utilisées. Donc à ce moment, il faut appliquer l'objectif il faut appliquer donc l'arrachage d'un arbre sur deux pour revenir à la densité classique. Ça exige des variétés à vigueur moyenne et il faut éviter les variétés à vigueur excessive pour allonger la durabilité de ce système. Et ce système aussi nous offre la possibilité de la récolte mécanique avec des vibreurs si aussi on réussit à conduire les arbres adéquatement. Je termine par le système hyper intensif ou en ré. Donc c'est un système qui exige un coût d'investissement élevé au départ. Le coût d'installation d'un hectare peut s'élever jusqu'à 12 000 dinars. Et ça permet une précocité d'entrée en production. Ici, il faut que je m'explique, la précocité d'entrée en production, ce n'est pas qu'une variété entre en production en hyper intensif avant le système classique, par exemple, mais avec des productions qui sont faibles au départ, on peut obtenir des productions élevées à base de superficie. Donc, si on a 5 kg par arbre, on peut avoir donc une production qui est à peu près de 6 tonnes à la 2e année après la plantation. Donc, c'est pour ça qu'on met précocité d'entrée en production. Ça permet d'avoir des productions élevées pendant les premières années. Ça demande il faut dominer le paquet technique pour réussir ces systèmes de culture, surtout au départ, et surtout la taille de formation et la taille de production. Une partie de la récolte, pour rentabiliser ce système, il faut que la récolte soit mécanique. Aussi, une partie de la taille peut être aussi mécanisée. Ça permet une récupération rapide du capital investi. C'est estimé à peu près à 5 à 6 ans après la plantation. Et le contrôle de la vigueur dans ce système de culture demeure nécessaire pour allonger la durabilité. Dans le cas où, après 10 ans, on arrive à une situation incontrôlable avec une vigueur excessive, on peut procéder à la taille de renouvellement par une taille de rabattage. Et de cette façon, on peut renouveler toute la parcelle. Et ça demande des superficies très élevées qui sont estimées être supérieures à 15 hectares pour une meilleure rentabilité. Dans ce tableau, j'ai essayé de résumer le coût d'installation pour tous les systèmes utilisés. Je veux seulement me concentrer sur le total, puisque le vendredi, vous avez une présentation avec le Dr Bachir-Sia et où il vous présentera donc des données concernant le coût d'installation pour les différents systèmes de culture. Donc pour les systèmes intensifs, il est estimé à 4 600 dinars jusqu'à 4 900 dinars, ça dépend de la densité. Pour le système dynamique, le coût d'installation s'élève jusqu'à 5 400 dinars, varie entre 5 400 et 5 880 dinars. Pour le système super intensif, c'est à peu près 11 300 dinars le coût d'installation. Et enfin, le système OE, si on installe un système OE en Tunisie, il va nous coûter jusqu'à 14 000 dinars l'hectare.
Donc, quel est l'objectif lorsqu'on pense à installer une nouvelle plantation? Quel est notre objectif? C'est d'avoir une rentabilité maximale, maximiser la rentabilité. Ceci à travers l'obtention de production maximale, une bonne qualité du produit qui peut être commercialisé sans aucune contrainte, et à travers la diminution du coût de production. Ceci peut être réalisé avec un emploi raisonné des facteurs de production en ce qui concerne l'irrigation, la taille et les différentes opérations de culture, et à travers la mécanisation de la cueillette surtout et une partie de la taille. Souvent, dans notre travail, on reçoit la visite des agriculteurs ou bien des promoteurs et nous demandent toujours quelle densité je devrais adopter pour réussir mon projet. Donc, au moment de choisir la densité, plusieurs points, j'ai essayé de détailler les points qu'il faut tenir en compte au moment du choix de la densité. Tout d'abord, le coût d'investissement, la rentabilité et combien du temps il nous faut pour récupérer le capital investi. Est-ce qu'on est capable de maîtriser le paquet technique? Est-ce que le système nous offre une production régulière et élevée? La qualité du produit, la durabilité de chaque système, le coût de production, et est-ce que le système qu'on va adopter nous permet la récolte mécanisée ou non? Donc la question qui est posée souvent par les promoteurs et les agriculteurs, quelle est l'influence de la densité de plantation sur la productivité? Et j'ai essayé de faire un tour d'horizon sur les essais qui ont été réalisés en Tunisie, soit par nous-mêmes, soit par nos collègues, et ailleurs en Espagne. Tout d'abord, sans limitation d'eau et de nutriments, la production dépend essentiellement de la surface illuminée de la frondaison. Donc, s'il n'y a pas de limitation en fertilisation, en irrigation, généralement, la production dépend essentiellement de la surface de la frondaison illuminée. Je vais expliquer davantage cet aspect par la suite. Donc, l'intensification, lorsqu'on parle d'intensification, automatiquement, on parle d'une augmentation du nombre de pieds par arbre. Donc, on augmente le nombre de pieds par arbre, tout en optimisant les facteurs de production, soit l'irrigation, la fertilisation. Donc, l'augmentation du nombre de pieds par arbre avec une fertilisation optimale, une irrigation aussi optimisée, ça nous proportionne une superficie illuminée assez élevée, donc, qui a été estimée à peu près entre 12 000 et 15 000 mètres cubes de frondaison par hectare pour les systèmes intensifs. Avec donc ce volume de frondaison, on peut avoir donc des productions élevées et régulières. Toutefois, si on arrive à dépasser ce volume, il peut y avoir des problèmes d'encombrement végétatif, des problèmes d'interception de la lumière et par la suite une diminution de la production. Donc l'intensification signifie l'augmentation de la superficie illuminée de la frondaison. Dans cette figure qui a été réalisée par M. Hidalgo, c'est notre collègue qui est parmi nous, donc il a comparé les deux systèmes hyper-intensifs et intensifs, et combien d'années il faut avoir pour arriver à un volume optimal de frondaison estimé à 12 000 mètres cubes. Nous observons qu'avec la densité de 300 pieds par hectare, la densité de 2000 pieds par hectare, c'est-à-dire le système hyper-intensif, ces volumes de frondaison est atteint après un nombre très limité d'années, c'est estimé à 3 à 4 ans après la plantation. Alors qu'avec le système intensif, avec la densité de 300 pieds par hectare, ce volume de frondaison est atteint après un nombre plus élevé d'années. Par la suite, il faut intervenir par la taille pour garder cette structure de végétation qui est aux alentours de 12 000 mètres cubes par hectare. Donc la question qui se pose souvent, quel est le volume optimal à partir duquel il peut se produire une diminution de la perception de la lumière et par conséquent une baisse de la production. Pour ceci, nous allons voir les différents essais qui sont en train d'être réalisés aussi bien en Tunisie qu'en Espagne. C'est un essai qui a été installé en 2003 dans la région de Dakar, avec 4 densités différentes qui sont 312, 416, qui sont les densités classiques. La densité 625, c'est à peu près la densité dynamique. Et la densité 1250 pieds par hectare, qui est la densité en hyper-intensif. Comme vous voyez donc, dans la photo, les arbres qui sont cultivés à la densité 312, 416 et 625 sont conduits en gorée, alors que les arbres qui sont conduits en axe
qui sont cultivés à 1250 arbres par hectare sont produits en axe central. Nous avons déterminé pour chaque système de culture le volume de frondaison et la superficie fructifère. Pour le cas du système hyperintensif, nous considérons les arbres comme étant un parallélépipède et le volume de frondaison est déterminé de la façon suivante. Donc c'est la hauteur de la frondaison multipliée par le diamètre de la frondaison et par l'épaisseur de la frondaison. La superficie de la frondaison, nous avons tenu compte seulement de deux faces, la face est et la face ouest, donc c'est 2 fois le diamètre par la hauteur de la frondaison. En ce qui concerne le système intensif, les arbres sont considérés en tant que sphère. Ici, c'est un cylindre, ce n'est pas une sphère. Mais la formule qui est employée, c'est pi divisé par 4, multiplié par la hauteur de la frondaison et par la moyenne de 2 diamètres dans les deux sens de la plantation. En ce qui concerne la superficie de la frondaison, c'est pi fois diamètre, fois le diamètre moyen, fois la hauteur de la frondaison. Nous avons déterminé la quantité de lumière interceptée au niveau des différents étages de la frondaison, aussi bien en intensif qu'en hyperintensif. Cette mesure a été réalisée en 2010, donc lorsque la plantation est âgée de 7 ans, avec les dimensions suivantes. Donc, comme vous voyez dans la diapositive, la hauteur des arbres en hyperintensif est de 3,2 mètres, avec un diamètre de 2,2 mètres, tandis qu'avec le système intensif, la densité est de 312 pieds par hectare, la hauteur est de 3,32 mètres et le diamètre moyen est de 3,12 mètres. Donc, la quantité de lumière interceptée au sommet des arbres a été à peu près de 1500 micro-Einsteins par mètre par seconde. Si on considère donc la quantité de lumière interceptée au sommet 100%, nous observons que l'interception de la lumière diminue au fur et à mesure qu'on va vers la base des arbres. Toutefois, la diminution qui est enregistrée au niveau de la frondaison n'est pas néfaste, n'a pas des effets négatifs sur la production, puisqu'elle n'est pas inférieure au seuil établi pour le levier qui est de 800 micro-Einsteins par mètre carré par seconde. Seulement dans le cas du système intensif, et lorsque nous avons mesuré la perception de la lumière à l'intérieur de la frondaison, nous avons trouvé une quantité de 505 micro-Einsteins par mètre par seconde, qui indique donc la quantité qui est interceptée à l'intérieur de la frondaison est inférieure au seuil établi pour le levier. Donc, ce qu'on peut signaler à partir de ce travail qui a été réalisé en 2010, que l'interception de la lumière jusqu'à la 7e année après la plantation, dans ce cas, avec ces dimensions, n'a pas connu donc une diminution significative et inférieure au seuil qui est établi pour le levier, donc il n'y a pas de conséquences négatives sur la production. Dans cette figure, j'ai essayé de résumer et de vous montrer l'évolution du volume de frondaison avec les deux systèmes, 1250 pieds par hectare et 312 pieds par hectare. Donc, nous observons l'évolution du volume de frondaison chez les arbres conduits en hyper intensif, avec un volume qui, à la 7e année, est supérieur à 15 000 m3 par hectare, tandis qu'avec les systèmes intensifs, nous observons qu'à la 8e année, ces volumes n'ont pas dépassé les 10 000 m3 par hectare. Donc déjà à la 6e année, comme vous voyez avec la ligne entirée, on a atteint plus que 12 000 m3 en hyper intensif. Donc quelles sont les répercussions de ces volumes de frondaison sur la production? Mais avant de voir la production, on va voir ce qui se passe avec la surface fructifère de la frondaison. Avec la densité 312, nous observons que la superficie fructifère a été de 6 000 m2 par hectare à la 8e année après la plantation avec la densité de 312 pieds par hectare, tandis qu'avec la densité 1250 pieds par hectare, cette superficie a été supérieure à 15 000 m2 par hectare. Donc nous nous posons la même question, quelles sont les conséquences de ces différences avec les deux systèmes sur la production? C'est ce qu'on va voir dans ce tableau, qui résume donc une production obtenue depuis en 2005, date de la première récolte jusqu'en 2011, date de la 7e récolte. Nous observons que les productions obtenues avec la densité 1250 pieds par hectare ont été toujours supérieures aux autres densités durant toutes les années de notre étude, donc, depuis la 2e récolte jusqu'à la 7e récolte, avec un cumul de production de 57 tonnes par hectare. C'est la production accumulée après cette récolte. Donc si nous comparons cette production par rapport aux autres densités employées,
Donc cette production de 57 tonnes est pratiquement 3 fois plus élevée que celle obtenue avec la densité de 312 pieds par hectare. La production obtenue avec la densité 625 pieds par hectare est 1,8 fois plus importante que celle de 312. Et enfin, la production obtenue avec la densité de 416 pieds par hectare est 1,2 fois plus importante que la densité de 312 pieds par hectare. De même, nous avons déterminé l'indice d'alternance pour les différentes densités après 7 récoltes. Et le résultat obtenu montre que l'indice d'alternance ne se voit pas affecté significativement par la densité de plantation. Donc, on a obtenu pratiquement le même indice d'alternance pour toutes les variétés, pour toutes les densités étudiées, qui a varié entre 0,34 jusqu'à 0,42, mais ces différences ne sont pas significatives. Nous avons aussi étudié l'effet de la densité de plantation sur les caractéristiques des huiles obtenues pour chaque densité. Et le résultat obtenu montre qu'il n'y a pas d'effet de la densité de plantation sur la qualité d'huile. Nous avons étudié cet effet sur le polyphénol, le chlorophylle, le carotène et la composition acidique. Ici, j'ai fait référence seulement aux acides majeurs qui sont l'acide oléique, l'acide palmitique et l'acide lénolique. Vous observez qu'il n'y a aucune différence significative entre ces différents paramètres en fonction de la densité de plantation. Je passe maintenant à un deuxième essai qui a été réalisé en Espagne par M. Tous et ses collaborateurs. C'est une publication qui date de 2005. Ils ont aussi utilisé la variété Arbequina. La date de plantation, c'est en 1995, avec une moyenne de pluviométrie dans la région de 500 mm. Et ils ont employé l'irrigation goutte à goutte, surtout pendant l'été, pendant la période estivale, avec une dose de 1500 m3 par hectare. Ils ont employé aussi 4 densités, 238 pieds par hectare, 555 pieds, c'est la densité dynamique, 740 pieds et 888 pieds par hectare, avec les écartements que vous voyez en diapositive. Donc 7 par 6, 6 par 3, 4,5 par 3 et 4,5 par 2,5. Voyons ce qui se passe avec les productions qui ont été obtenues pendant les 10 premières années, entre 1995 et 2004. Tout d'abord, je commence par la densité de 238 pieds par hectare. Nous observons que la production la plus élevée a été obtenue à la 9e année d'à peu près 6 tonnes par hectare. Observons ce qui se passe avec la densité la plus élevée. Donc, avec la densité de 550 pieds par hectare, nous observons que les productions ont été pendant toutes les années plus élevées que la densité de 238 par hectare, avec une production qui, à la 9e année, a été de 10 tonnes par hectare. Par la suite, on a eu une petite baisse de cette production. Avec la densité la plus élevée, qui est de 888 pieds par hectare, nous observons que pendant les premières années, pratiquement entre la 2e année et la 9e année, les productions ont été toujours supérieures par rapport aux autres densités, mais avec une baisse significative entre la 9e et la 10e année. Nous allons voir pourquoi cette baisse de production dans ce cas de l'étude de M. Tous et ses collaborateurs. Donc ici j'ai mis les données de la végétation, donc les paramètres végétatifs, et dans la deuxième partie, le paramètre de la production. Nous observons que lorsqu'on mesure donc, la section du tronc ou bien le volume de frondaison par toujours soit la section du tronc ou bien le volume de frondaison est supérieur avec les densités les plus faibles par rapport aux densités les plus élevées, alors que lorsqu'on estime ces paramètres sur la base de la superficie, nous observons que le volume de frondaison le plus faible a été obtenu avec la densité la plus faible, alors qu'avec la densité de 888 pieds par hectare, à l'âge de 10 ans, a été pratiquement de 18 000 m3 par hectare. Donc nous estimons, et c'est un constat, que lorsque le volume de frondaison a atteint 18 000 m3, il se produit une baisse de la production. Donc à ce moment, il faut procéder à une taille pour corriger le volume de frondaison. Nous observons que la production cumulée avec la densité la plus élevée a été de 76 tonnes, pratiquement 77 tonnes, qui est 2,3 fois plus élevée que la densité la plus faible de 138 pieds par hectare. Avec la densité dynamique 3 par 6 mètres, la production accumulée après 9 récoltes a été de 60 tonnes, qui est 1,8 fois plus élevée que la densité la plus faible, donc de 138 pieds par hectare. Dans ce même cas, j'ai utilisé les données de la production pour déterminer l'indice d'alternance.
Et nous avons aussi trouvé qu'il n'y a pas effet de la densité sur l'indice d'alternance, donc ça confirme le résultat que nous avons obtenu dans notre cas. Passons maintenant au dernier essai en relation avec les densités de plantation. C'est un essai qui a été réalisé par l'équipe des pasteurs à Turgot, dont notre collègue M. Hidalgo. Ils ont utilisé aussi la variété arlequina. La date de plantation, c'est en 1999. Ils ont employé un système d'irrigation goutte à goutte selon les besoins des oliviers. Les densités qui ont été étudiées dans ce cas, c'est la densité 204 pieds par hectare avec un écartement 7 par 7 mètres, la densité dynamique 408, la densité 816 et la densité en raie 1904 pieds par hectare. Observons ce qui se passe avec la production dans ce cas. Donc avec la densité de 204 pieds par hectare, la production maximale a été obtenue pratiquement à la 4e année après la plantation, avec une production à peu près de 6 tonnes par hectare. Avec la densité dynamique, les productions ont été toujours supérieures à celles obtenues avec la densité la plus faible, avec le rendement estimé à plus de 12 tonnes par hectare déjà à la 5e année et 6e année après la plantation. Toutefois, avec la densité de 816 pieds par hectare, donc pendant les premières années, il y a eu des productions très élevées par rapport aux densités qui sont plus faibles, mais avec une baisse très importante de la production entre la 6e et 7e année après la plantation. Et enfin, avec la densité hyper intensive de 1904 pieds par hectare, nous observons qu'au cours des premières années, il y a eu une production très élevée, et par la suite une chute très importante de la production à partir de la 4e année de plantation, et durant la 5e, 6e et 7e récolte. Donc, pourquoi une telle diminution avec ces densités très élevées? Ce que nous essayerons d'expliquer dans la diapositive suivante. Dans ces tableaux, j'ai mis la production cumulée pendant les 6 premières récoltes. Vous pouvez observer donc les productions les plus élevées accumulées ont été obtenues avec la densité 816, la densité 408, qui sont de 76 tonnes et 60 tonnes. Ces productions sont 2,3 fois et 1,8 fois plus élevées que la densité de 204 pieds par hectare. Mais la production qui a été obtenue avec le système hyper intensif, ou bien le système en haie, densité 1904 pieds, a été de 60 tonnes, qui est plus faible, pratiquement similaire à celle obtenue avec la densité dynamique. En ce qui concerne la production en huile, chez les mêmes densités, nous observons que la production accumulée en huile par hectare a été obtenue par la densité de 816 pieds par hectare, qui est de 15 tonnes après 6 récoltes, et a été de pratiquement de 13 tonnes chez la densité de 408 pieds par hectare, qui sont 2,2 et 1,9 fois plus élevées que la densité de 204 pieds par hectare. Et ici, j'ai mis en rouge la production en huile de la densité 1904 pieds par hectare, qui est de 10 tonnes, qui est même inférieure à la densité de 408 pieds par hectare, tandis que la production accumulée en olive est pratiquement similaire chez les deux densités. Donc, ceci est expliqué par l'effet de membrage chez la densité de 1904 pieds par hectare, qui s'est produit à la 4e année après la plantation, avec une hauteur des arbres qui a atteint plus de 5 mètres. Donc, avec cette taille de 5 mètres, il y a un phénomène d'ombrage très sévère, ce qui affecte donc la production et aussi affecte le rendement en huile dans les olives, dans la frondaison des oliviers. Pour ceci, ils ont donc appliqué une taille très sévère de topping pour abaisser la hauteur des arbres de 5 mètres jusqu'à 2,5 mètres, et ceci a eu des conséquences négatives par la suite sur la production. Donc, ceci est l'explication de cette diminution de la production, surtout chez la densité de 1904 pieds par hectare, donc avec la taille qui est atteinte de 5 mètres, la hauteur des arbres qui a atteint 5 mètres, donc il faut procéder à la taille parce que c'est incontrôlable. Et cette taille qui est très sévère a affecté par la suite les productions pendant la 5e, 6e et 7e année après la plantation. Donc, dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer les points communs entre les différents essais, soit l'essai de Cordoue en Espagne, l'essai en Tunisie et l'essai de Tarragone. Et ce qu'on peut constater que les meilleures productions ont été obtenues avec des densités comprises entre 550 ou bien 400 pieds jusqu'à 1250 pieds par hectare. Toutefois, il faut toujours recommander que la hauteur, il faut garder une structure très optimale des oliviers et ne pas dépasser excessivement les dimensions
qui nous permettent d'avoir un volume de frondaison optimal entre 12 000 et 14 000 mètres cubes par hectare. Passons maintenant à voir le comportement de variétés en intensif et en hyper-intensif. J'ai essayé de faire un résumé des résultats qui sont obtenus par mes collègues à l'Institut de l'Olivier. Ceci, c'est un essai qui est mis en place à Sfax, dans la ferme expérimentale de l'Institut de l'Olivier, par ma collègue, Mme Elissa Charles, qui m'a transmis donc, ces données. C'est un essai implanté en 2002 avec une densité de 7 par 7 mètres, c'est-à-dire 204 pieds par hectare. Et elle a étudié le comportement de plusieurs variétés, mais seulement je veux signaler les variétés les plus importantes, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs dans le monde, c'est-à-dire les deux variétés tunisiennes, Chemel et Chepi, et les deux variétés étrangères très connues, Arabikina et Korneki. Nous observons que depuis la troisième année après la plantation date de la première récolte jusqu'à la 7e année. Les productions les plus élevées ont été obtenues avec la variété Chemel, suivie de la variété Korneki et la variété Arabikina, avec une production cumulée de 14 tonnes après 5 récoltes pour la variété Chemel et 12 tonnes pour les variétés Arabikina et Korneki. Donc pour la densité de 204 pieds dans la région de Sfax, avec une irrigation en goutte à goutte, mais ce n'est pas selon les besoins, c'est une irrigation complémentaire, ce n'est pas une irrigation selon les besoins de l'olivier. Les productions qui ont été obtenues après 5 récoltes sont la plus élevée à de 14 tonnes chez la variété Chemel. Je passe à un deuxième essai qui a été réalisé à Dorj Massaoudi par mes collègues d'MDL et M. Saleh. C'est un essai qui a été mis en place en 2005 avec la densité de 178 pieds par hectare. Donc c'est un écartement 6 par 6 mètres. Ils ont étudié le comportement de plusieurs variétés, mais seulement j'ai mis les 3 variétés les plus connues, donc Chepi, Korneki et Arabikina. Nous observons qu'après les 3 premières récoltes, la production la plus élevée a été obtenue avec la variété Arabikina, avec une production de pratiquement 6 tonnes, c'est-à-dire une moyenne de 2 tonnes par hectare chacun. Ce qu'on note ici, que la variété Chepi a présenté une production assez faible, pourtant c'est la région d'origine de cette variété. Donc la production de la variété Chepi a été seulement de 3 tonnes après 3 récoltes consécutives. Je passe à un troisième essai qui a été mis en place à Sibériar avec la même densité de 178 pieds par hectare et avec une irrigation complémentaire, mais pendant plusieurs années, cet essai n'a pas reçu d'irrigation, donc c'est pratiquement conduit en sec, c'est la densité 6 par 6, mais conduite en sec. Donc nous observons les productions obtenues entre la 4e et la 6e année. Ce sont des productions très faibles, donc la meilleure production a été obtenue par la variété Chemel aussi, qui est de 3 tonnes 700 kg, suivie de la variété Arabikina et la variété Korneki. Je termine les essais en intensif avec l'essai Amjezibel. C'est une parcelle privée où nous sommes en train de réaliser les suivis. Donc nous avons comparé le comportement de la variété Chepi et de la variété Arabikina depuis la 3e récolte jusqu'à la 8e année après la plantation. Et ce qu'on observe, que la production a été assez élevée comparativement avec les autres essais. Donc une production cumulée après 6 récoltes qui a été de 30 tonnes pour la variété Arabikina et de 15 tonnes pour 4 récoltes pour la variété Chepi. Donc ce sont des productions assez élevées comparativement avec les autres essais. Pour ceci, nous allons voir pourquoi ces productions qui sont plus élevées dans ce cas par rapport aux autres cas que j'ai mentionnés auparavant. Donc dans ces graphiques, j'ai essayé de résumer les productions qui ont été obtenues dans les différents sites, donc à Sfax, Mjezibel, Tekelsa, Sidi Khiar et Dorj Massaoudi, pour les différentes variétés Arabikina, Korneki, Chepi et Chemel. Donc nous observons que les productions n'ont pas dépassé la meilleure production qui a été obtenue en Mjezibel, qui a dépassé pratiquement 8 tonnes. C'était un Mjezibel avec la densité de 278 pieds par hectare pendant la 7e année après la plantation. Donc 8 tonnes, ça correspond à une production moyenne de 35 kg par pied. Alors que dans les autres sites, donc, les productions ont été assez faibles, ils n'ont pas dépassé les 6 tonnes pour toutes les variétés, les 6 tonnes par hectare. Donc quelle est l'explication de cette faible productivité dans ces sites? Pour ceci, nous avons déterminé les caractéristiques végétatives dans ces différents sites à travers la mesure de volume de frondaison, la surface productive et le taux de couverture du sol de la frondaison par rapport à la superficie. Donc c'est à travers ces 3 paramètres que nous avons essayé de déterminer
ses caractéristiques, le volume de frondaison, la surface productive et la couverture du sol. Observons ce qui se passe en ce qui concerne la surface fructifère de la frondaison. Si on considère que le volume optimal, ou bien la surface optimale de frondaison pour le maximum de production, c'est de 12 000 m² par hectare, nous observons que seulement dans un cas, nous avons atteint une surface fructifère qui est supérieure à 10 000 m², c'est le cas de Jezebel, où nous avons eu de bonnes productions à la densité de 178 pieds par hectare. Tandis qu'avec les autres sites, malgré qu'avec un âge qui est à peu près entre 5 à 8 ans, ici j'ai mis 7 ans, la surface productive n'a pas dépassé les 9 000 m² dans la majorité de cas étudiés. Passons à voir ce qui se passe avec le volume de frondaison, aussi dans le même cas. Si on considère que le volume optimal de frondaison est entre 12 000 à 14 000 m³ par hectare, nous observons aussi dans ce cas que seulement dans le cas de Jezebel, donc ici où la variété arléquine a présenté de bonnes productions et aussi la variété Chepu, le volume de frondaison a été de pratiquement 10 000 m³ par hectare, alors que dans les autres cas, ces volumes de frondaison a été à peu près de 6 000 m³ par hectare, donc ceci explique une faible production dans les différents cas étudiés. Et je termine par la couverture, le taux de couverture du sol. Donc, pour un volume de frondaison entre 12 000 et 14 000 m³ par hectare, le taux de couverture du sol devrait être aux alentours de 50%, alors que le meilleur de notre cas a été, le taux de couverture a été pratiquement de 30%, alors que dans la majorité des cas, ces taux de couverture ont été à peu près de 25 ou bien inférieur à 25%. Donc, ces paramètres végétatifs expliquent en partie la faible productivité dans les différents essais qui sont conduits en intensif. Ceci, la cause principale donc, de cette faible végétation, de cette faible volume de frondaison, c'est l'application du paquet technique, puisque parfois on met intensif, donc la densité de 100 pieds ou 300 pieds, comme l'a dit Simon hier, mais on n'applique pas le paquet technique adéquatement en ce qui concerne surtout la fertilisation et l'irrigation. Passons maintenant au comportement variétal unitaire intensif. Pour étudier le comportement unitaire intensif, on se base généralement sur deux critères, principalement la vigueur et la production. La vigueur, puisqu'on est conditionné par la dimension de la machine de récolte, qui a des dimensions bien déterminées, la cabine des cyclages, et aussi pour optimiser l'interception de la lumière, puisqu'avec un dépassement de la vigueur, il peut y avoir donc des problèmes d'interception lumineuse. La production est aussi un critère très important à tenir en compte, puisque c'est un système qui exige un coût d'installation assez élevé, donc il faut avoir des productions régulières et élevées pendant toutes les années pour rentabiliser ce système. Je veux vous présenter le résultat obtenu en Tunisie et en Espagne. Donc en Tunisie, nous avons installé plusieurs essais, mais on va s'intéresser au site technicien puisque c'est le plus ancien. Donc c'est un essai qui a été mis en place en 2003 avec un système d'irrigation goutte à goutte à la densité 1250 pieds par hectare. Et nous avons étudié le comportement de la variété Chemuel, Chepuy, Arbequina et Arbozane. En ce qui concerne les caractéristiques végétatives des différentes variétés, je vais me limiter à la présentation du volume de frondaison puisque c'est très significatif et très indicatif donc, de la végétation. Nous observons que le volume de frondaison le plus faible à la 7e année après la plantation a été obtenu par la variété Arbozane qui est de 14 000 m³ par hectare, suivi de la variété Arbequina avec un volume de frondaison de 16 750 m³, tandis qu'avec une variété tunisienne, au même âge, donc ils ont atteint un volume de frondaison beaucoup plus élevé, significativement supérieur aux variétés étrangères qui a été de 21 000 m³ et 18 625 m³ par hectare pour les variétés Chemuel et Chepuy. Donc, pour toutes les variétés, le volume de frondaison a été supérieur à 14 000 m³ par hectare, et avec une vigueur excessive pour la variété Chemuel et Chepuy, et une faible vigueur de la variété Arbozane. Dans cette photo, qui est de la ferme expérimentale Taos, nous observons la faible vigueur de la variété Arbozane comparativement aux deux variétés tunisiennes, Zalmati et Zarazi. En ce qui concerne les caractéristiques productives des différentes variétés étudiées, donc nous avons fait un suivi depuis l'an 2005, date de la 2e récolte, jusqu'à l'an 2011, date de la 7e récolte. La production la plus élevée a été obtenue par la variété Arbozane avec une production accumulée de 71 tonnes par hectare.
suivi de la variété Arbequina avec une production accumulée de 54 tonnes, alors que la variété Chemiel a présenté aussi une production assez importante qui est de 44 tonnes, et la production la plus faible a été obtenue par la variété Chepri après 7 récoltes qui est de 36 tonnes. Un autre paramètre très important, c'est l'indice d'alternance pour les variétés. Et ici nous avons trouvé des différences significatives entre les différentes variétés, avec un indice d'alternance qui varie entre 0,39 jusqu'à 0,63. Donc l'indice d'alternance le plus faible a été obtenu avec la variété Arbosana, alors que l'indice d'alternance le plus élevé a été obtenu avec la variété Chepri et Chemiel. Dans ce tableau, j'ai essayé de résumer les résultats des différents essais où nous sommes en train de faire le suivi. Donc, dans la première partie du tableau, c'est la variété Arbequina avec par la suite la variété Arbosana. La production, nous avons mis ici la production moyenne entre la 3e et 6e année. Nous observons qu'il y a une variabilité très importante en ce qui concerne la production. La production varie pour la variété Arbequina entre la 3e et 6e année entre 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes. Alors qu'entre la 7e et 8e année, la production n'a pas connu une baisse significative par rapport à la 3e, à la période 3e, 6e année, avec des productions qui sont entre 9 tonnes et 10 et 14 tonnes pour le cas de Tekilsa. Mais ces 14 tonnes, ce n'est pas une moyenne, c'est une production de l'année de la 7e récolte. Donc, en ce qui concerne la variété Arbosana, les productions ont été plus élevées par rapport à la variété Arbequina, mais aussi avec une variabilité très importante entre les différents sites étudiés, où elle a passé de 5 tonnes et demie à Sfax jusqu'à 14 tonnes à Meknes ou bien 12 tonnes à Marnag. Donc, ça confirme les résultats qui ont été obtenus à Tekilsa, que la variété Arbosana est plus performante en ce qui concerne la production par rapport à la variété Arbequina. La moyenne pour la variété Arbequina est estimée être à 7 tonnes entre la 3e et 6e année, et pour la variété Arbosana, donc la moyenne productive est estimée être 9 tonnes pour les différents sites étudiés. En ce qui concerne les qualités d'huile, nous avons comparé les caractéristiques d'huile entre les sites Tekilsa qui est au nord et à Sfax. Le constat le plus important, c'est que la variété Arbequina a enregistré une baisse du taux d'acide oléique en passant du nord vers le sud. On a passé de 63% jusqu'à 58%. La variété Arbosana a été, les caractéristiques sont assez stables. On n'a pas enregistré une baisse significative entre les deux sites. Donc c'est une variété qui se comporte de la même manière au nord et au sud. Les deux variétés tunisiennes se sont montrées. Donc la variété Chemiel a présenté un meilleur taux d'acide oléique au sud. Donc c'est la région d'origine de cette variété, qui est de 64% à peu près. Mais a baissé lorsqu'elle est cultivée au nord à Tekilsa à 60%. Et la variété Chepri aussi a montré un meilleur comportement au nord par rapport au sud, avec un taux d'acide oléique de 66%, alors qu'au sud, à Sfax, a été de 91%. Je passe au deuxième essai qui a été réalisé en Espagne par De La Rosa et ses collaborateurs. C'est un essai. C'est une publication qui date de l'an 2007, dont cet essai a été réalisé à Bordeaux. 4 variétés ont été étudiées: Arbequina, Arbequina standard, Arbequina sélection I18, la variété Arbosana et la variété Coronek, avec un système d'irrigation goutte à goutte et application de l'irrigation selon les besoins. La date de plantation, c'est l'an 2000, et la densité des plantations est très élevée, 1975 pieds par hectare. Donc, les productions obtenues depuis la 2e année jusqu'à la 7e année, nous observons dans ces tableaux que la variété Coronek a été la plus précoce en ce qui concerne l'entrée en production, suivie de la variété Arbosana, puisqu'à la 2e année, déjà, on a 5 tonnes par hectare pour la variété Coronek. Les productions les plus élevées ont été obtenues pratiquement dans toutes les années avec la variété Arbosana, suivie de la variété Arbequina standard et la variété Coronek. Nous observons que la production cumulée la plus élevée a été obtenue avec la variété Arbosana, après 6 récoltes a été de 66 tonnes. Et un indice d'alternance pour les différentes variétés étudiées a été 0,27 pour la variété Arbequina, 0,28 pour la variété I18, Arbequina I18, 0,31 pour la variété Arbosana et 0,51 pour la variété Coronek. Et donc la variété Coronek qui présente un indice d'alternance plus élevé par rapport aux autres variétés étudiées.
Donc, ce qu'on peut constater à partir de ce tableau, qu'il n'y a pas de différence entre les cultivars Arbequina standard, selon les auteurs, et Arbequina sélection U18. La variété Arbosana a montré une meilleure aptitude en ce qui concerne la production. La variété Coronetti a été la plus précoce pour entrer en production, avec une production élevée, mais avec une alternance relativement élevée par rapport aux autres variétés. En ce qui concerne la production, oui, nous observons que la production élevée aussi, le plus élevée, ont été obtenues avec les deux variétés Arbosana et Coronetti. Donc la production cumulée en huile a été de 13 tonnes pour la variété Arbosana et de 10 tonnes après 6 récoltes pour la variété Coronetti. Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques de l'huile, nous observons que la variété Arbosana aussi, dans ce cas, a montré de bonnes aptitudes avec un taux d'acide oléique assez élevé, qui est de 72,8%, qui est assez similaire à celui obtenu par la variété Coronetti. Donc je termine par une petite conclusion, je n'ai pas mis beaucoup de conclusions. Le constat le plus important, c'est que les plantations à haute densité permettent de gagner sur une production pendant les premières années de plantation et de récupérer rapidement les investissements. Toutefois, la maîtrise des pratiques techniques demeure nécessaire pour réussir ces plantations intensives. En fait, notre premier objectif au départ, c'est d'atteindre la superficie productive optimale dans le plus bref délai pour maximiser la production. Mais par la suite, l'objectif sera comment maintenir cette structure végétative comment maintenir cette production végétative pour maintenir une production élevée. Ceci peut être réalisé avec une optimisation du paquet technique en ce qui concerne la taille, la fertilisation et l'irrigation pour ne pas excéder le volume optimal nécessaire pour avoir de grandes productions sans risque d'avoir des problèmes d'ombrage. Merci pour votre attention.